Ça va là? OK. Non, OK. Oui. Président, oui, allez-y. Depuis ce matin, peut-être que c'est une pratique qui a évolué depuis mon absence, que monsieur le procureur appelle constamment le témoin monsieur Mangou. Alors que jusqu'à présent, l'habitude était ici que l'on appelait le témoin monsieur le témoin. Y a-t-il une évolution qui m'aurait échappé? Je m'excuse. Je voudrais savoir. Well, I'm fine with... Le président, moi, monsieur Mangou ne me pose aucun problème, donc poursuivez. Qu'il y ait eu modification ou non, les juges de la Chambre n'y voient pas d'inconvénient. Le témoin s'appelle monsieur Mangou. Cela ne semble pas poser de problème à monsieur Mangou qu'on l'appelle monsieur Mangou. Monsieur Mangou ou monsieur le témoin, ce sont soit le nom ou les... Let's just please keep... Je ne peux pas vous appeler général, c'est tout simplement cela. Alors j'aimerais revenir sur la question des rencontres avec le président Gbagbo tel qu'il était alors, mais je veux changer la période. Et je veux maintenant nous situer dans le temps entre le 1er octobre 2010 et le jour du deuxième tour des élections, soit le 28 novembre. Donc, ce qu'on peut appeler la période électorale. Étiez-vous en contact avec M. Gbagbo? Oui. Oui, j'étais en contact avec le président Gbagbo. Était-ce toujours de la même manière, par voie de téléphone et en personne? Par les deux moyens. Voie de personne, rencontre personnelle et par voie de téléphone. Et juste une précision, que ce soit durant cette période donc électorale ou durant la crise post-électorale, y avait-il également des communications écrites qui étaient acheminées à la présidence? Non, je ne me rappelle pas de communication écrite. Vous voulez parler de la période après les résultats? Non. Alors, prenons à titre d'exemple la période de la crise post-électorale, donc 28 novembre au 11 avril. Durant cette période, et on va revenir là-dessus, on a des documents. Je voudrais savoir les messages que vous les faisiez-vous parvenir à la présidence? Ben, peut-être si je vois le message, je pourrais me rappeler des objets et voir pourquoi est-ce que le message a été fait. Durant la période électorale, donc début octobre 2010 au 28 novembre 2010, avez-vous eu des rencontres avec M. Gbagbo en présence des chefs des corps armés ou les généraux? Vous savez, nous avons souvent été convoqués. Donc, à ce niveau, comme je vous le précisais tout à l'heure, il me serait difficile de définir des dates. Sinon, nous avons souvent été convoqués. Alors, prenons une pièce manuscrite à cet effet et j'appellerai donc pour les fins de l'enregistrement la pièce CIV OTP 00880863
le numéro 547 sur notre liste des éléments à charge pour ce témoin. Et si nous pouvions aller, s'il vous plaît, à la page 0929 et également 0930, si on peut les mettre en parallèle, si c'est possible. Sinon, on peut commencer avec la 0929. Et si on peut montrer les entrées 12, 13 et 14, plus spécifiques, s'il vous plaît. Alors, M. Mangou, pendant qu'on fait cela, il s'agit d'un registre des visiteurs à la résidence du président de la République durant les périodes qui nous intéressent. Et l'on peut voir l'état, dans un premier temps, de ce registre, mais il y a des entrées, donc 12, GL Mangou, pour voir le PR. L'heure d'entrée, 13h40, heure de sortie, 15h10. Il y a l'entrée 13, le général Kassaraté, également pour voir le PR, 13h52 à 15h10. Il y a également le général Bipoint pour voir le PR, 14h01 à 15h10. Donc, on se situe en date du 19 novembre 2010. Première question. Vous rappelez-vous avoir été à la résidence? Oui, comme je le souligne. Oui, là. Oui, le 19. Vous rappelez-vous, qui avez-vous rencontré? Alors, quand je vais à la résidence, c'est pour rencontrer le président de la République. D'accord. Donc, c'est l'une de ces rencontres que vous auriez eues durant la période électorale avec le président. C'est fort possible. Très bien. Durant cette même période, donc la période des élections, la période électorale, je peux même être plus spécifique, suite à cette entrée du 19 novembre 2011, avez-vous également eu des rencontres seul à seul avec le président ou face à face avec le président sans la présence de vos collègues des FDS? Alors, comme je l'ai souligné tout à l'heure, les rencontres au niveau de la résidence, il y en a tellement eu que si on ne me met pas le motif pour lequel j'y étais, il me serait difficile de dire avec précision pourquoi j'y étais. Très bien. Alors, j'aimerais vous aller à la page, dans un premier temps, pour montrer la date. La page 00880945. Si on peut descendre, juste pour montrer la date, en milieu de page, s'il vous plaît. Très bien. Stop. Non. Oui.
Montez un peu, s'il vous plaît. Encore, il faut monter. Voilà. Alors, on voit que la date est indiquée, le 25 novembre 2010. Et si on peut aller à la page suivante maintenant, la page 0947. Et mettre l'emphase à l'entrée numéro 23 sur cette page. 23 et 24, 25 et 26, s'il vous plaît. Alors, nous voyons que, encore une fois, une inscription dans ce même registre, en date du 25 novembre, pour voir le PR 1945 à 20h55. Il y a un monsieur Hervé Siaba qui semble arriver. Il y a une entrée concomitante dans le registre à 19h45. Il est resté jusqu'à 2h20. Maintenant, si on descend à l'entrée numéro 26, Maître Bailly, PR, 20h26 à 20h40. Vous rappelez-vous, et juste pour qu'on se situe tous, au bas de la page, si on descend, voilà, sous une rubrique événements survenus au cours du service, 21h, émission directe télévisée face à face entre le président et M. Alassane Ouattara lors du second tour de la présidentielle. Par ailleurs, RAS, qui veut dire rien à signaler. Si on remonte juste un petit peu, tout petit peu, voilà. Départ du cortège, c'est un peu illisible. Il y a le chiffre 40. Non, descendez, vous l'aviez. Alors, avant que mon collègue fasse quelques remarques que ce soit, s'il vous plaît, est-ce qu'il m'est permis de terminer la question ou sinon, je vous demanderais il faut s'assurer de faire sortir le témoin si nécessaire. Le Président, je pense que la remarque qui va être faite est que vous êtes déjà en train de donner de nombreux éléments aux témoins au lieu de vous concentrer sur la question, ce que je comprendrais. Monsieur le Président, c'est exactement cela. Alors, Monsieur le Président, pour ne pas que je revienne encore sur cette observation, je voudrais que Monsieur le procureur pose des questions aux témoins et non qu'ils se mettent à lire le registre. Comme vous avez l'habitude de le dire, nous tous, nous savons lire dans cette salle. S'il a une question précise concernant le registre, qu'il pose la question et non à faire des commentaires. Voilà. Donc je voudrais que ce soit précis pour ne pas qu'on revienne encore sur ces points. Non. Le Président. Oui, je souhaiterais que vous posiez des questions parce que nous sommes tous tout à fait capables de lire. Et il en va de même pour la partie adverse, lorsque le moment sera venu pour qu'elle pose des questions. Il s'agit de poser des questions. Monsieur McDonald, très bien, Monsieur le Président. La suivante. Vous rappelez-vous avoir rencontré le président Gbagbo avant le débat des chefs? Non. Non, je n'ai pas rencontré le président Gbagbo avant le débat. Ce que je peux vous dire, si mon nom figure sur le registre, c'est qu'effectivement, j'étais à la présidence. Vous avez parlé tout à l'heure d'entrée concomitante avec celle de M. Siaba
et de M. Bailly, ce sont des habitués de la présidence qui peuvent arriver à la même heure que moi. Ça ne veut pas dire que... Excusez-moi. Ça ne veut pas dire que nous venons pour une réunion. Parce que eux, ils sont à la présidence. Ils viennent souvent voir le président. Mais avant le débat, c'était une grande première en Côte d'Ivoire. Il y a souvent eu des élections, mais ces genres de débats n'ont jamais été organisés. Donc, tout Ivoirien digne de ce nom était soucieux de suivre le débat. J'étais chez moi. J'étais chez moi à Andokwa et c'est chez moi, à la télévision, que j'ai suivi le débat qui a eu lieu entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane. Je n'étais pas à la résidence. Petite question de clarification. Qui est Maître Bailly? Alors, Maître Bailly, je le connais. Ainsi appelé parce que, bon, il pratique les arts martiaux. Donc, on l'appelle Maître. Je crois qu'il doit être titulaire d'une ceinture noire. Mais je sais qu'il a souvent fait partie du cortège présidentiel. Donc lui, l'entrée est à 20h26 pour quitter à 20h40. Alors je vais poser la question à nouveau. Vous rappelez-vous avoir visité la résidence avant ou au moment du départ du cortège présidentiel pour se rendre au lieu du débat présidentiel? Non, je l'affirme, ce jour-là, j'étais chez moi, j'ai suivi le débat à la maison. À la maison. Just for in the English. Le président. Alors, dans la version anglaise, la question posée par le procureur a été incorporée dans la réponse donnée par le témoin. À la page 39, ligne 14, la dernière phrase qui commence par « so » en anglais. C'est la première phrase, en fait, de la question. Monsieur McDonald, oui, le président. Voilà, merci pour la correction. Très bien. Poursuivez. Très bien. Quelle était votre relation avec M. Gbagbo? Pourriez-vous nous la décrire, s'il vous plaît? Pas de relation particulière avec le président Gbagbo. La première fois que je voyais le président Gbagbo, c'était au lycée classique d'Abidjan. Il était professeur. Moi, j'y étais comme élève. Comme tout élève, les élèves connaissent leur professeur, souvent de nom, quelquefois de visage, mais je savais que c'était le professeur au lycée classique. Je me rappelle qu'à l'époque, nous avons eu même à faire un mouvement de grève parce que le président faisait un cours en tant que professeur et ça n'a pas plu à la fille d'un ambassadeur. Donc je garde encore le nom parce que c'est un événement qui m'a marqué. C'est Minerbi Tamar et nous avons eu à faire la grève sans qu'on ne se parle, sans qu'on ne se salue. Premier contact. Oui. Quel âge aviez-vous? Je
j'étais au lycée. J'étais... Non, mais lorsque vous êtes, M. Gbagbo était professeur et que vous étiez là au lycée. Bon, je ne saurais pas vous dire. Je devais être en première. Je devais être en première. 16, 17 environ? 18? Non, 17, c'est le plus intelligent. Je ne suis pas aussi intelligent que ça. Faut être 17 ans. Un peu plus quand même. Un peu plus. Voilà. D'accord. Mais on s'entend que c'est durant cette période de voilà, votre durant jeunesse. cette période. Mais, voilà, de ma jeunesse, mais on ne sait pas parler. Voilà. On ne sait pas parler. Sinon, il faut dire qu'avec le président, je n'ai pas de relation particulière. C'est des relations de président de la République à chef d'état-major des armées, donc de chef à collaborateur. Pas de relation particulière. Suite au lycée. Continuez. Parce que je vous ai interrompu. Oui. Donc, après le lycée, lorsqu'est survenue la crise de 2002, j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain et certainement que le président a apprécié ce que mes hommes et moi nous faisions. Il m'a convoqué un jour pour me dire qu'il allait me confier une grande responsabilité au niveau de l'armée, sans préciser quoi que ce soit. Après l'entretien, je suis parti. Et puis, après les événements d'Alanguassou, où toutes les troupes étaient positionnées par rapport à la zone de confiance, on a vu, à l'époque il était capitaine, le capitaine Abéi, venir tout seul d'Abidjan avec un char et aller jusque dans la zone de confiance. Il a failli se faire tuer, l'engin détruire. Donc ça a créé des problèmes entre nos forces et les forces impartiales. Et ce jour-là, le président même est venu à Alanguassou en hélicoptère. Vraiment. Donc le président est venu à Alanguassou pour essayer d'intervenir parce que nos hommes voulaient en découdre avec ceux qui étaient venus d'Abidjan et qui nous créaient des problèmes. Et ça lui tue, quand il est rentré à Abidjan, que, assis à la télévision et suivant les informations, j'ai vu que je venais d'être nommé colonel-major et nommé dans le même temps chef d'état-major des armées. Donc, vous avez appris de manière officielle votre nomination par la voie de la télévision? C'est la télévision ivoirienne que j'ai appris. Donc la RTI. La RTI. Avez-vous déjà assisté à des services ou un service religieux avec M. Gbagbo? Oui. Vous savez que je suis fils de pasteur. Donc, tout ce qui arrive pour moi dans ma vie est le fait de Dieu. Et chaque fois, je remercie Dieu, je glorifie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Quand j'ai été nommé général de brigade, j'ai donc voulu rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Et j'ai convié le président de la République à venir me soutenir. Et il est venu ce jour-là à l'église. Et ensemble, nous avons fait la prière. Est-ce que le président était le seul qui était convié? Non, le président n'était pas le seul à être convié. J'avais convié tous mes collègues des forces impartiales.
j'avais convié certains de mes collaborateurs, les membres de ma famille et même toute la communauté où je vais à l'église. Et puis, bon, je crois, voilà, ceux qui étaient présents. Et parmi ces collaborateurs, y avait-il d'autres chefs de corps? Et si oui, lesquels? Alors, c'est un peu lointain. D'autres chefs de corps. Je ne sais pas si vous voulez parler des commandants des forces ou des chefs de corps. Je vais être plus précis, d'autres généraux des forces Oui. de défense et Oui. de sécurité, pardon. Oui, donc, ils étaient là. Ils étaient là puisque je les avais conviés. Et c'était pratiquement un devoir pour eux de venir soutenir leur chef, donc ils étaient là. Vous rappelez-vous de la date de cet événement? Je n'ai pas la date du culte d'action de grâce, mais je sais que j'ai été nommé général de corps d'armée le 1er juillet 2010. Ça va, on va revenir avec des documents pour ce qui est des dates. N'ayez crainte. Madame Gbagbo, Madame Simone Gbagbo. Lors de la crise post-électorale, étiez-vous en contact avec cette dernière? Donc la crise post-électorale. Une seule fois. Une seule fois, lorsqu'il y a eu les événements d'Anonkwa-Kouté, elle m'a convoqué. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé sur place le général Kassaraté et quelques chefs du village d'Anonkwa-Kouté. Donc, elle me demandait quelles sont les mesures que nous prenions. Je lui ai dit tout simplement que nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'il y avait des blessés, il y avait des morts. Donc, nous déjà, au niveau de l'état-major, on cherchait des voies et moyens pour faire évacuer les blessés. Donc, je lui ai dit que nous, on s'en chargeait et je suis reparti. Vous l'avez rencontrée à quel endroit? Elle vous a convoqué à quel endroit? À la résidence à Cocody. Donc, toujours la résidence présidentielle. Cet incident d'Anonkwa-Kouté, pardonnez-moi la prononciation, j'ai beaucoup de difficultés avec le nom. À quelle date est-ce que cet incident s'est produit au village d'Anonkwa-Kouté? Alors, il faut situer l'incident, je crois, dans le mois de mars. Dans le mois de mars 2011. Outre cette rencontre en personne, est-ce que vous avez eu quelques communications avec Madame Simone Gbagbo avant cela? C'est-à-dire avant la période post-électorale? Avant l'événement d'Anonkwa-Kouté? Non. Durant la période électorale, donc 1er octobre au 28 novembre, avez-vous été en contact avec Mme Gbagbo? Je sais que souvent quand nous étions convoqués à la réunion, à la résidence, elle venait saluer et puis elle repartait. Souvent le président même lui disait « Simone, laisse-nous travailler, Simone, laisse-nous travailler ». Bon, mais je ne peux pas dire que c'est une rencontre. Juste pour que ce soit au dossier,
le village d'Anonkwa-Kouté, c'est un village ébrié, c'est bien cela? C'est bien cela. Et vous êtes également ébrié vous-même? Je suis ébrié moi-même, natif donc de Yopougon-Kouté, à Abidjan. Lors de la crise post-électorale, avez-vous été en contact avec M. Charles Blégoudet? Oui, lors de la crise post-électorale, j'ai dû vous dire certainement qu'on s'est rencontrés 2 ou 3 fois. Mais quand j'ai revu un peu les dates, Charles Blégoudet et moi, nous nous sommes rencontrés 5 fois. Je pourrais vous donner les dates et les circonstances de la rencontre. Alors, si vous pouviez nous donner les dates dans un premier temps, les circonstances, on les développera par la suite. Donc, la première rencontre a eu lieu le 20 janvier 2011 à l'état-major. La deuxième rencontre a eu lieu le 23 janvier 2011 au stade Champroux. La troisième rencontre, quand il était parti sur le plateau de la télévision pour faire passer un message, je lui ai dit que je n'étais pas satisfait. Donc, pour se justifier, il s'est déplacé, il est venu chez moi. On était le 20 mars 2011. Ensuite, le 21 mars 2011, au stade de l'état-major. Et le 11 mars 2011, à l'état-major dans mon bureau. Vous est-il arrivé de participer à des rencontres en présence de M. Blégoudet à la résidence présidentielle durant la crise post-électorale? Non. Jamais à une rencontre à la présidence de la République résidentielle. J'ai toujours été soit convoqué seul, ou bien j'ai souvent sollicité une rencontre avec le président seul, ou bien on s'y est rendu avec les officiers généraux pour des affaires militaires, mais jamais avec Blégoudet. Qu'en est-il au palais présidentiel durant la même période? La rencontre avec Blégoudet au palais présidentiel. Alors, c'était le 11 mars 2011, quand le panel des chefs d'État était... C'est bien de ça que vous voulez, hein? Je pose la question. Je ne recherche rien spécifiquement, mais je vous posais simplement la question si vous avez participé à des rencontres avec M. Blégoudet en présence du président durant la crise post-électorale au palais présidentiel. Non. Mais vous dites que vous l'avez rencontré le 11 mars, seul? À l'état-major des armées. À l'état-major, très bien. À votre connaissance, quelle était la relation entre M. Blégoudet et M. Gbagbo? Difficile à définir, mais je vous dirais qu'il est très proche du président Laurent Gbagbo.
Blé Goudé a créé le COJEP, qui est le congrès des jeunes patriotes, qui est un peu, j'allais dire, un appendice du Progbabo. Mais il faut noter que depuis le 17 août 2017, ils ont pris la décision que le COJEP serait un parti et qu'il ne serait plus un appendice du FPI. Mais je sais que dans les différents rassemblements que Blé Goudé faisait, il rencontrait très souvent le président Laurent Gbagbo. Il lui est très proche. Voilà ce que je peux vous dire. Toujours à votre connaissance, qu'en est-il de la relation entre M. Blé Goudé et Mme Simone Gbagbo? C'est aussi la même chose. C'est aussi la même chose. Je crois qu'il doit avoir aussi de bonnes relations avec l'épouse du président. Très bien. J'aimerais maintenant revenir sur la question du haut commandement des FDS. Alors, vous avez mentionné précédemment que le général Deto Leto était le commandant des forces terrestres. Qui l'a nommé à cette position? Alors, c'est le chef d'état-major qui désigne parmi les différents commandants des forces un officier pour être le commandant des forces. Donc, c'est moi qui ai fait la désignation. Mais une fois la désignation faite, j'ai rendu compte au président de la République et j'ai aussi rendu compte au ministre de la Défense. Et ultimement, qui décide? C'est le chef d'état-major. Et la nomination se fait comment? La nomination officielle? C'est par message, un message officiel avec pour objet désignation d'un commandant des troupes, un test qui suit. Honneur vous informer, le général Deto Leto Firmin est désigné comme commandant des troupes, voilà, et commandant des forces. Voilà. Donc c'est un message que nous faisons. Alors vous avez l'autorité qui fait le message en FM, en Fox Mike, en Tango Oscar, la personne à qui nous destinons le message, qui est le chef d'État, le ministre de la Défense, et puis en info, on envoie ça aux autres commandants des forces pour que tout le monde soit informé. Et ce message, quand il arrive dans les corps, est lu, souvent au cours du rassemblement, à tout le monde. Voilà comment se fait la désignation. Est-ce qu'il y a des décrets qui sont émis pour confirmer la désignation? Non, là-dessus, il n'y a pas de décret. Le décret, c'est pour les grands commandements, mais une désignation pour prendre le commandement des forces, il n'y a pas de décret. Même, voyez, au niveau du comme théâtre, celui qui a conduit toutes les opérations, c'est tout simplement le chef d'état-major qui fait la proposition au président, qui fait la proposition au ministre, et le ministre entérine le choix, on vous désigne pour aller sur le terrain. Voilà. Donc c'est une désignation qui se fait. Donc les grands commandements sont votre poste, Alors les grands commandements, la gendarmerie et la police. c'est bien ça.
Comment était votre relation avec M. Deto-Leto? Des relations d'anciens et de cadets. Il faut dire que quand j'étais lieutenant au bataillon blindé, Deto-Leto, nous étions à Kwedo, il était à l'époque sous-officier. Donc nous nous connaissons très bien. Donc les relations, essentiellement des relations amicales et puis des relations de travail. Avec le commandant de la marine maintenant, le général Vagba. Alors, le commandant de la marine, il faut noter, c'était un ancien à moi. Il était plus ancien que moi dans le grade inférieur. Donc, il était du côté de la marine. Il faut dire que lui, sincèrement, je ne le connaissais pas avant que je ne sois chef d'état-major des armées. C'est quand j'ai été chef d'état-major des armées que j'ai effectivement vu qui était Vagba et on a commencé à se fréquenter. Comment était sa relation avec M. Gbagbo, toujours à votre connaissance? Oh, très bonne relation. Très bonne relation, ils se connaissent bien. Quelquefois même, il y a de petites plaisanteries entre eux. À l'issue des réunions, ils plaisantent. Et je crois qu'ils sont même de la même région, de Gagnoua. Lui, Vagba doit être de Gagnoua, et puis le président de Mama. Mais cela ne justifie pas le fait qu'il y ait une certaine relation entre eux. C'est pas ça. Je crois qu'ils se connaissaient depuis fort longtemps. Voilà. Qu'en est-il du général Aka Kadjo? Alors, le général Aka Kodjo des forces aériennes, lui également, je l'ai découvert quand j'ai été nommé chef d'état-major des armées. Sinon, auparavant, on ne se rencontrait pas. Voilà. Par contre, son épouse a été élevée par mon père. Mais je ne savais pas qu'elle était l'épouse du général Aka. Voilà. Je l'ai su seulement quand le général a pris fonction. Donc, juste pour clarifier, vous n'avez pas désigné le général Vagba ou le général Aka? Non, là, ce n'est pas moi qui désigne. Là, c'est une nomination. Et c'est par voie de décret que ceux-là sont nommés. Le commandant des forces, le chef d'état-major, le commandant supérieur de la gendarmerie, le directeur général de la police nationale sont nommés par décret présidentiel. Et donc, pourriez-vous nous indiquer, la question peut paraître bête, mais pour que le dossier soit clair, quel président nommé ces deux généraux? Alors, nous avons été nommés tous par le président Laurent Gbagbo. Le général Guy Bipoint. Alors, le général Guy Point, c'est un ancien à moi aussi. Un ancien à moi. Vous savez que dans l'armée, les anciens, nous avons beaucoup de respect pour eux. Donc, on ne les approchait pas trop. Mais Guy Point et moi, c'est dans l'exercice de nos fonctions. Chacun de son côté, on a pu se rencontrer, familiariser. C'est par là que j'ai fait sa connaissance. Sinon, c'était un ancien à moi, le général Guy Point. Et savez-vous, sa nomination a été faite par qui? Le général Guy Point, son commandement au niveau de l'école de gendarmerie, il a été nommé par le général Tiape Kassarati, qui nomme
les officiers aux postes et aux emplois de la gendarmerie. Par contre, sa nomination en tant que commandant du SECOS l'a été par décret présidentiel, donc par le président Laurent Gbagbo. Comment était votre relation avec ce dernier? Avec Djebi Point, on se voyait très peu. Moi, j'étais à l'état-major. Lui, il avait son poste de commandement à Cocody. On se voyait peu parce que, comme je vous l'ai souligné, le décret de création du SECOS le mettait sous la responsabilité du ministre de la Défense. Donc, Djebi, dans son centre opérationnel, faisait la planification et la conduite des opérations de manière indépendante, lui seul. Mais il envoyait quand même un message où il me tenait informé, rien que informé. Sinon, quand vous prenez la contexture des messages, vous avez le tango Oscar, le from, c'est-à-dire le foxtrot, Roméo, Oscar, Mike, qui est l'autorité d'origine, le tango Oscar, qui est l'autorité à qui on destine le message et qui doit réagir, c'était le ministre de la Défense, et puis ceux qui sont en info, c'est-à-dire en India, November, Foxtrot, Oscar, moi je venais en info, c'est-à-dire que moi je prends le message tout juste pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, donc bon, de temps en temps, comme c'était un officier qui avait le commandement sous ses ordres, les policiers, les gendarmes, les militaires, et puis qui avait aussi des moyens qui sont extrêmement bien, puissants, Djebi assistait à nos réunions au niveau de l'état-major. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, bien que sa mission initiale soit la lutte contre le grand banditisme, ben, nous l'avons utilisé pour certaines missions. Comment était sa relation avec le président à l'époque? Alors, avec le président, là aussi, on dirait qu'ils se connaissaient bien avant. Ouais, je crois qu'ils doivent se connaître bien avant. Les relations étaient bonnes. Elles étaient bonnes. Le général Doc Beaublé, alors, qui l'a nommé à ce poste? Le général Doc Beaublé a été nommé par le président de la République. Doc Beaublé, il faut le dire, c'est mon cadet. Mon cadet, je connaissais Debo depuis les années 80. J'étais à l'époque jeune capitaine au bataillon blindé. Quand Debo est arrivé de Sire, donc j'étais son chef, tant au niveau des escadrons qu'on commandait, qu'au niveau de la fonction de chef de corps que j'ai tenue. Donc c'est ensemble, nous sommes de la même arme, et il travaillait avec moi. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand Debo est arrivé, dans l'appréciation, si je peux l'apprécier, c'était un officier très intelligent, bien cultivé, un officier qui faisait preuve de détermination et de courage dans tout ce qu'il faisait, mais à l'époque, Debo était entièrement effacé. C'est à peine s'il ne rasait pas les murs. J'en ai fait mon fils à moi, puisque moi, c'est moi qui fus son témoin de mariage, mais par la suite, je n'ai pas reconnu le comportement de Debo. Ça, il faut que je le dise tout clair et tout net. À lui, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là
que je le dis, je le lui ai déjà dit, quand nous nous sommes rencontrés au Golfe. Dogbo, nommé commandant de la garde républicaine, commandant militaire du palais, s'est vu pousser des ailes. S'est vu pousser des ailes au point d'arrêter des anciens. Un gars comme le général Koulibaly Abdoulaye, le PCA de Air Ivoire, parce que sortant du Golfe, lui prendre ses portables, c'était une aberration. C'était une aberration. Il ne respecte plus personne. Et je crois que c'est la fonction qui a fait qu'il s'est mis sur ses piédestals. Malheureusement, nous avons quelques officiers qui se comportent comme ça, tout simplement parce que travaillant avec un président de la République, travaillant avec un ministre, travaillant avec un président des institutions, ils n'ont plus aucun respect pour leurs anciens, tout simplement parce que ces anciens ne sont pas d'activité, mais ils oublient. Ils oublient que c'était leurs dévanciers, c'est eux qui leur ont ouvert les yeux. Et c'est des comportements que nous déplorons. Parce que le fait de se mettre sur son piédestal et de ne pas considérer ces anciens, mais qui se disent qu'un jour ou l'autre, ils peuvent descendre et se retrouver à la place de ces anciens. Donc à Dogbo, j'ai fait ces remontrances. Je le lui ai dit et je crois qu'il a compris. Pour être bien clair, je ne vais pas vous interrompre, je vous dis tout simplement de ralentir. Je voudrais m'excuser, c'est le premier exercice. Comme je suis habitué à parler un peu plus vite, je vais m'y atteler. Donc c'est ce que nous avons déploré, ce changement brusque que nous n'avons pas compris. Et sinon, habituellement, quand moi je l'ai connu, vraiment, il était très effacé. À peine, si bavardait, il rasait les murs pratiquement. Mais vous savez, quelquefois, la fonction, quand on l'occupe, on s'oublie soi-même et c'est quelquefois dangereux. Pourriez-vous nous préciser, j'ai juste l'expression en anglais parce que vous le connaissiez bien, ayant été son témoin à son mariage. Quand avez-vous vu ce changement s'opérer? Ben, quand il a été nommé commandant militaire du palais, c'est là qu'on l'a plus reconnu. Quand il a été nommé commandant militaire du palais. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un officier général puisse se saisir de son ancien jusqu'à ce qu'on l'assassine. Ça, je ne peux pas le comprendre. Dans l'armée, il y a le respect des anciens. Et ça, c'est capital. C'est capital. C'est capital. Alors, quand vous voyez votre ancien, quel que soit le grade que vous avez, il doit avoir un minimum de comportement vis-à-vis de cet ancien. Moi, aujourd'hui, je suis général de corps d'armée. Mais quand je vois le général Koulibaly, par exemple, PCA de Air Côte d'Ivoire, qui est un ancien à moi, mais je rectifie ma position et j'adopte une attitude respectueuse quand je vais vers lui. Question de précision. Monsieur le Président, je crois que la partie adverse veut dire quelque chose, alors je ne vois pas. Maître Zokou. Maître Zokou, oui, allez-y. Je ne voudrais pas interrompre mon confrère, mais je m'y sens obligé. Je m'y sens obligé parce que le questionnement, la ligne des questionnements, me porte à me demander si nous sommes ici pour une étude de caractère ou une étude psychologique. Nous sommes là pour les faits et depuis toute une série de questions, on interroge le témoin sur des relations ou des caractères de ses ex-collaborateurs et je pense que cela n'est pas
approprié, il faut poser des questions sur des faits. Le témoin est ici pour parler de faits afin que nul n'en ignore. Voilà le sens de mon intervention. C'était juste pour attirer l'attention du procureur. Thank you, Maître Zuku, but I think also that the witness, due to his position in... Oui, merci beaucoup, Maître Zuku, mais je pense que le témoin est tout à fait en mesure, dans son état, de répondre aux questions, dans la mesure où ce ne sont pas non plus des avis ici, des opinions, mais plutôt des faits qui correspondent tout à fait à la ligne des questions que pose le procureur. Veuillez poursuivre, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Quand a-t-il été nommé commandant militaire du palais? Est-ce que vous se rappelez de l'année? Ça doit être en 2000. En 2000. 2002. 2002. Et êtes-vous capable de nous préciser, est-ce avant ou après le 19 septembre 2002? Je sais que quand j'étais sur le théâtre vers fin septembre 2002, déjà il était comme commandant de la garde républicaine et commandant militaire du palais. Et l'acronyme PCA? PCA, c'est le président du conseil d'administration. Et cet incident avec M. Koulibaly, c'est à quelle période, à quel moment? C'était pendant la période post-électorale. Le général donc sortait du Golfe. Quand il a fait arracher ses portables, le général est passé par ne pouvant pas me joindre parce qu'il n'avait pas mon numéro. Il est passé par un de ses pilotes qui était lieutenant-colonel adjoint au colonel Tsako, pour me faire ce compte rendu. Et j'ai intimé l'ordre au général Dogbo de rendre les portables du général. Il lui a remis les portables. Êtes-vous en mesure de nous dire, être un peu plus précis sur la période? Est-ce en 2010, en 2011? En 2010. Très bien. Bon. Quelle était sa relation avec, à votre connaissance, avec le président Gbagbo? Je ne sais pas si le président le connaissait avant de l'avoir nommé, mais je crois qu'il a été nommé à ce poste pour sa compétence et pour ce qu'il savait faire. Voilà. Mais ce dont je parle, je ne pense pas que ce soit son comportement soit dicté par le président. Non. C'est de la nature de certaines personnes que quand elles occupent certains postes, elles ne se sentent plus. Voilà. Monsieur Mangou, j'avais laissé la question du comportement ou l'attitude de M. Dogbo-Blé pour aller plutôt à votre connaissance. Quelle était la relation, ou comment était la relation entre le général Dogbo-Blé et M. Gbagbo? Ça donne des relations de chef à collaborateur. Le commandant Conan Boniface. Oui. Bon, premièrement, qui l'a nommé à ce poste? Alors, Conan Boniface, c'est bon qu'il est nommé comme le commandant du théâtre des opérations. Et je puis vous dire ici que Conan Boniface est un officier de très grande valeur. Vraiment de très grande valeur, qui a un comportement exemplaire, qui aime sa patrie, qui aime la patrie, et qui fait preuve de discipline,
dans son travail. Voilà ce que je peux dire de Kona. Comment était votre relation avec ce dernier? Kona Boniface, je le découvrais sur le théâtre des opérations. Quand moi j'étais commandant du théâtre des opérations. Vous savez qu'en ce moment, bon, peut-être que j'aurai l'occasion de venir là-dessus. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, nous étions pratiquement partis les mains nues sur la ligne de front. J'ai développé ça peut-être plus tard. Quand Kona est arrivé, il y avait une certaine désorganisation. Le principe dans le combat, c'est que quand vous avez vos hommes, avec qui en temps de paix, vous vous êtes bien entraînés, vous avez fait certaines choses ensemble. Quelquefois, sur le terrain et dans le feu de l'action, vous n'avez même pas besoin de parler. Au doigt et à l'œil, vos hommes vous respectent. Et Kona a eu cette chance de venir avec ces hommes qu'il a formés en temps de paix. Et sur le théâtre, ils ont été vraiment excellents. Par rapport aux autres qui ont eu également un excellent comportement, qui se sont battus avec beaucoup de détermination, qui ont fait preuve de disponibilité, la différence à leur niveau, c'est que quand la crise a commencé, les effectifs étaient désorganisés. On a dû prendre un policier à Dimbokro, 3-4 sous-officiers à Daloa. Donc, ce n'était pas des ensembles homogènes. Donc, il y a eu tâtonnement dès le départ, mais il faut dire qu'au finish, ils s'y sont bien retrouvés.